Un art voyeur. Tout au long de son histoire, le cinéma a financé avec les sollicitations de l'érotisme. Nouvel art de voir, il ne pouvait échapper à la tentation de s'affirmer, le cas échéant, comme un art voyeur. Nous lui devons, dans ce domaine, les morceaux de bravoure d'extase et d'éroticone, les accouplements démoniaques à travers les âges, la promotion du sexe à travers les découvertes de la photogénie. Les stars spécialisées comme Mae West, Marlène Dietrich, y ont créé certains poncifs, jouant les anges du péché avec un érotisme racoleur, qui reposait sur les jeux de la chair, du bas noir et de la lingerie suggestive, les mystères du clair-obscur, les décolletés nimbés d'ombre et de lumière, l'œillade assassine, la bouche mi-close et la pelle du penty. En revanche, le nu intégral et franc y était rare. Trop direct encore pour les censures, il montrait le bout de son nez, si l'on ose dire, dans des films comme Lac aux dames. Les images sans équivoque du film nudiste allemand Marche au soleil attirèrent au cinéma une clientèle nouvelle peu intéressée par la technique, nous dit Romy dans son ouvrage La conquête du nu. Pour les plans souvent rapides, escamotés, certaines vedettes se faisaient même doubler. Il n'est pas si loin le temps où le père de Françoise Arnoul, sortant d'une première où sa fille, à moins que ce ne fût sa doublure apparaissant en tenue d'Ève, déclarait « Décidément, il va être temps que je marie ma fille ». C'est au moment où Marilyn Monroe reprenait le flambeau du sex appeal, tel que le concevaient les États-Unis, que Brigitte Bardot, mise en scène par Roger Vadim, ouvrit en France la voie du nu, où devait se précipiter en quelques années tout ce qui prétend porter un nom dans le Gotha du show business. Bébé pulvérisa, dès ses premières apparitions, les timides tentatives de la brave Martine Carole, qui tint le sceptre de l'érotisme puéril et honnête auprès des consommateurs des années 50. Il fallut peu de temps pour que la jeune Brigitte, après quelques incursions plus ou moins remarquées au théâtre, trouva son emploi dans les rondeurs. Le nu de Bardot était un nu de charme. Elle le portait comme d'autres portent la toilette et excellait dans l'art de le souligner, en affectant de le dérober au regard. Les spectateurs de « Et Dieu créa la femme » gardent le souvenir ému de sa rumba horizontale sous les draps au rythme d'un électrophone complice. Ainsi, cet héros, ce sourire si doux, fut le premier visage de l'invasion en France. Vers la même époque, on s'apercevait que les films à suspense n'avaient pas le privilège de couper le souffle du public. L'érotisme plus cérébral de Jeanne Moreau nous valait, dans Les Amants de Louis Malle, une minute de silence qui faisait travailler les pommes d'Adam. Il y eut alors de belles heures pour le cinéma français d'exportation, et Brigitte pouvait traiter d'égal à égal avec le fisc de son pays. Très vite, on remarqua que les courbes de vente étaient fonction de celles que dévoilaient nos caméras, et dans l'Europe entière, le dieu des corps se fit pellicule. C'est ainsi que l'érotisme et le nu ont rapidement gagné leur galon auprès des géants du 7e art. Hiératique et ensoleillé chez Antonioni, psychanalytique et moralisateur chez Bergman, messianique et tumultueux chez le Fellini de la Dolce Vita, réaliste et démoniaque chez Louise Buñuel. Dès lors, il devint difficile pour une comédienne de se maintenir au rang de vedette sans passer à la casserole du cinéma voyeur. On vit l'honnête Catherine Deneuve réduite à l'état de proie pantelante sous l'attirail complet du caramboleur, sadique, dans Belle de jour, histoire d'une Bovary du XVIe livrée à ses démons internes. Elle a plus l'air d'une dame toute nue que d'une fille à poil, commentait le regard froid deux lycéens connaisseurs dans un fauteuil voisin du mien. Cet âge est sans pitié. Que le phénomène soit commercial, la dévaluation de Bébé à mesure que se dessinait la concurrence en fait foi. Aujourd'hui, Marlène Jobert semble reprendre en France le flambeau de Brigitte. Et ses apparitions dans « Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages » ont autant fait pour sa jeune gloire que son réel talent comique. Un sein libéré. L'érotisme cinématographique se résume à 2 ou 3 procédés types. Main qui s'insère dans une échancrure de robe ou de chemisier pour se refermer sur un sein libéré. Même jeu en direction du slip, avec arrêt du cadrage et coupure du plan à la limite permise par la décence et les tolérances de la censure pour l'année en cours. Surprise partie psychédélique, douche, bain-douche et innombrables ressources de l'hydrothérapie dont le cinéma publicitaire fait également un usage abondant. Voir les mains effilées le long du corps, comblées par la douceur de la friction au bas-haut. Les accouplements se filment par plans fragmentés, très rapprochés, de préférence dans la pénombre, soulignés par un accompagnement sonore suggestif de soupirs. Nu masculin, de préférence imberbe. Le milieu où se déroulent les films érotiques français est une bohème bourgeoise, oisive, motorisée, estudiantine ou artiste, sans problème financier, qui cherche dans la vie au soleil et dans un érotisme camarade
un remède à sa difficulté d'être momentané. Au fond, depuis qu'il existe, ce cinéma ne cesse de nous raconter, sous une forme ou sous une autre, le grand écart, ce livre prophétique de Jean Cocteau dont on s'étonne qu'il n'ait pas encore tenté un producteur. Alors que le cinéma français a tendance à exposer les anatomies, le cinéma étranger expose des problèmes. Un film comme The Servant de Losey dessine les rapports équivoques qui s'établissent entre un domestique et son jeune maître, dans un climat trouble qui ne doit rien à l'exhibitionnisme de consommation courante. L'étude des perversions est nordique et anglo-saxonne. L'érotisme du grand écran en offre un assortiment à peu près complet, allant de l'homosexualité, de préférence féminine, Bergman, The Fox en Grande-Bretagne, à la masturbation, Le Miroir, et à la partie triangulaire comme dans More, qui nous expose la ravissante image de ce nombre impair qui est censé réjouir Dieu, ce qui n'est pas évident en l'occurrence, mais fait passer un moment agréable au spectateur des salles obscures. Macadam Cowboy, mélomane trouble et évangélique où ont pleuré toutes les Margots de la cinéphilie, reprend le thème de Des souris et des hommes, c'est-à-dire la rencontre de deux épaves disparates, le faible et le fort, dans l'éclairage du New Look érotique, où l'on retrouve la notion chère à Graham Greene, des êtres perdus, rachetés par la grâce, qui est ici celle de l'amitié. Mais des longueurs, des concessions au tarabiscotage cinématographique à la mode, flashbacks, séquences oniriques, montrant des rêves comme on n'en fait jamais, retiennent l'émotion chaque fois qu'elle est prête à prendre son envol. En débordant sur le monde scandinave et américain, l'érotisme contemporain s'est marqué de l'estampille puritaine. Si ces remous ont été amortis dans les pays latins, et particulièrement en France, c'est que sur bien des points ces pays avaient jeté un peu de leur gourme, alors que Londres et New York, il n'y a pas si longtemps, vivaient dans un climat de brimade sexuelle permanente. Nombreux y étaient les hôtels où l'on n'acceptait que les couples légitimes. Réprimé, le nu était considéré comme un article de Paris, et sujet à ce titre à d'hypocrites désaveux. En 1954, les étudiants de Cambridge ont chassé d'un théâtre les girls d'une tournée parisienne parce qu'ils les trouvaient trop nus. Et la même année, les magistrats londoniens ont fait saisir une cargaison de briquets de fabrication japonaise qui étaient décorés de femmes nues. Ainsi, dans les pays puritains, le mot de libération, souvent appliqué à la vague d'érotisme, prend tout son sens, car dans la brèche ouverte par la libération sexuelle, se sont engouffrées toutes les audaces longtemps réfrénées. Cette libération s'y accompagnait de contestations systématiquement provocantes et d'un éclatement véritable. Il est remarquable que l'avènement du nu aux États-Unis ait coïncidé avec la remise en question de l'établissement et de toutes les valeurs politiques. L'importance de R et des pièces qui en découlent tient autant à leur fureur exhibitionniste qu'à la verve toxique qu'elles véhiculent. Dans l'érotisme et son escalade, il y a du protestant émancipé avec les outrances que cela comporte. Comme l'érotisme anglo-saxon, l'érotisme japonais crève l'écran avec la puissance explosive d'une bombe de gros calibre. La France a reculé devant l'importation d'un film japonais de Kiyonori Suzuki, Barrière de chair, qui projette dans le Tokyo de l'après-guerre, au sein de la misère créée par l'occupation américaine, des prostituées organisées vivant dans une maison en ruine. Ces filles, par la force des choses, se sont établis un règlement intérieur personnel qui, enfreint, conduit à la punition plus attendue par les spectateurs que par la future victime. À côté de scènes punitives de sadisme et de flagellation d'une cruauté qui n'appartient qu'au cinéma japonais, on trouve des incidences politiques d'une violente agressivité où personne n'est épargné, telle la scène au cours de laquelle un pasteur noir américain entraîne une jeune prostituée vers une église où il compte la purifier de ses péchés. Dans un terrain vague, situé dans le porche du lieu saint, la jolie prostituée entre subitement en transe, se roule sur le sol, se dénude en attirant avec force le religieux à elle, et le viole véritablement, malgré ses cris de détresse et autres supplications à l'Éternel, pour qu'il la délivre des griffes de Satan, tandis que Maya, la prostituée, crie son mépris et maudit la société avec, en parallèle dans l'image, un drapeau américain. Face à l'érotisme protestant émancipé, se lève l'érotisme catholique qui tient à rester dans la course. Ainsi, le film Théorème, qui a réussi à décrocher un prix du cinéma catholique, bel exemple d'attrape-bigot. Dans cette variation ultramontaine sur l'art d'aimer, on voit un ange ou un démon, il faut bien une imprécision pour faire couler l'encre, s'introduire dans une famille bourgeoise italienne huppée sous l'aspect d'un adolescent aussi entreprenant que polyvalent. Après que la dite famille l'ait adopté comme un de ses propres membres, ce membre qui crève l'écran a tout fait de transformer la maisonnette entière en une véritable famille tuyau de poêle qui se livre à des débordements en chaîne, au terme desquels chacun trouve sa vérité, à moins que ce ne soit son châtiment
pour la plus grande édification des fidèles qui peuvent alors constater que les voies de la Providence ne sont pas impénétrables à qui s'efforce de passer par la porte étroite. CQFD. Ainsi, par ses vertus, paraît-il, édifiantes, cette Kamasoutane cinématographique a obtenu son nihil obsta sous la bannière d'un œcuménisme sexuel tous azimuts. N'oublions pas, au palmarès de l'érotisme apostolique, La prisonnière de Clouseau, dont la conversion récente est un événement cinématographique. Présenté également comme édifiant, ce film gratifie les catéchumènes en puissance que nous sommes d'une scène de tribadisme à couper le souffle dans une esthétique à la blow-up. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'au nom de la foi catholique on nous peint les abominations du péché pour mieux nous les donner à détester. Et Léon Daudet, comme François Mauriac, ont eu maille à partir avec la cabale des dévots pour des entreprises de ce genre. Mais la peinture des horreurs du péché à la lumière des caméras théologales ne paraît pas très convaincante. Il est douteux que l'exhibition de la Sainte Fesse aille dans le sens souhaité par l'Église. Le seul film à sexualité débridée qui semble obtenir l'effet recherché est le Satyricon de Pétrone, mis en image par Fellini et gratifié d'un Y sur l'insistance des distributeurs. Envahi par cet éléphantiasis de l'imagination, qui lui confère des couleurs sublimes, Fellini nous fait accomplir un voyage au bout de l'animalité, au long duquel l'écran déborde de coulées corporelles, de chair profuse, de luxuriances anatomiques monstrueuses, où s'épanouit avec une liberté épique et cauchemardesque un génie plastique inspiré par l'enfer du vice. L'Est emboîtait le pas, Les Amours d'une blonde, et commençait à s'offrir le luxe de produire des films interdits aux Occidentaux de moins de 16 ans, quand les chars soviétiques sont venus rappeler aux cinéastes tchèques qu'il ne faut pas confondre révolution sexuelle et révolution tout court. Plus honnête dans son propos que beaucoup de semi-érotiques aguicheurs à prétention d'art et essai, est le film qui ose dire son nom dans un but commercial avoué. Là, on n'essaie pas de tromper sur la marchandise, chacun sait ce qu'il va y chercher. Quand on pénètre dans les deux salles spécialisées de Paris, le Scarlett et le Midi-Minuit, il est clair que le public ne tente pas de justifier sa présence par la quête d'une ascèse. Japon et Suède sont les principaux fournisseurs de ces produits de consommation. L'Allemagne est entrée depuis peu dans la course. Le porno français a son intellectuel, le metteur en scène Benazeraf, couvert de diplômes, intarissable providence des intervieweurs, et qui appartient à l'espèce privilégiée des auteurs commerciaux ou populaires, agréés par les journaux cinéphiles. On peut le juger sur une riche et récente anthologie intitulée Bacchanal 69, montage constitué par une sélection des meilleurs passages de ses œuvres maîtresses. Éternité pour nous, Cover Girl, 24 heures à Paris, La nuit la plus longue, etc. Indiscutablement, Benazeraf, qui sait ce que lorgner veut dire, est un photographe de nu en mouvement digne de la meilleure école de Paris. Cet érotologue pensant, formé à l'école buissonnière, tranche sur le lot des spécialistes par un sens de l'éclairage, un amour de la forme et des chairs veloutées, une perversité du regard et de l'esprit qui en font un Pierre Louis moderne de la pellicule. Ajoutez-y une ouverture à la musique assez rare chez ses homologues, qui lui fait tirer un parti efficace des inflexions sensuelles de middle jazz, saxo, clarinette et trompette solo. Nous avons eu en France peu d'échantillons des nudies, film américain à petit budget, cher aux cinéphiles érotomanes, où l'on voit des filles nues à longueur de bobine. Certains d'entre eux, comme Cinderella and the Golden Bra, ou Cendrillon perd non une pantoufle de verre mais un soutien-gorge d'or, ont été présentés au Festival du cinéma érotique de Bordeaux, car l'érotisme aussi a son festival. Parfois, l'érotisme se marie avec le film d'horreur ou le fantastique, comme dans certaines versions de Frankenstein, où l'on voit le monstre se rafraîchir aux sources de vie offertes par de beaux corps nus. Beaucoup de productions appartenant à ce genre sadomacabre ont été tournées en Italie. Armée de son dynamisme commercial et de son don du pastiche, la dite Italie était sur le point d'entrer dans la compétition internationale et d'inonder le marché de porno spaghetti tourné dans les studios de Rome. Mais les autorités religieuses, émues par la perspective de voir le nom de la cité éternelle lié à une entreprise scandaleuse, sont intervenues auprès des banques, qui ont dû cesser leurs avances, et l'opération s'est soldée par un crash monumental. Le film suédois, lui, se déroule selon un schéma standard, une histoire insignifiante servant de prétexte à montrer de bonnes filles aux corps honnêtes et bien charpentés, qui mettent en pratique dans leurs activités sexuelles le socialisme à la suédoise. Ces jeunes filles sont en général très gaies. Rien les fait rire. Tout dans ces films est sujet à nous montrer des couples sans histoire occupés à faire l'amour. Il n'y a pas de personnage secondaire pour l'érotisme scandinave. Si, par exemple, un facteur porte une lettre, la caméra suit ce facteur jusqu'à son domicile où l'attend son épouse, et les voilà partis pour le 7e ciel. Ces fornications aseptisées,
alterne avec des images de la nature et des symboles évoquant l'effervescence de l'univers et la grande féerie de la reproduction. Fruits, fleurs, premiers plants d'aubépine, bourgeons, chants à la Renoir et à la Monet, papillons, etc. L'ensemble est légèrement moralisateur, optimiste, teinté de prédication démocratique et d'euphorie panthéiste. Tout est pour le mieux dans le plus défoulé des mondes. Les maisons sont coquettes et la vaisselle est faite. Apportez également au compte de ce cinéma de consommation les prétendus reportages sur les nuits chaudes des grandes capitales, où les orgies collectives s'accomplissent dans des montages flash qui déroutent un regard pris de vitesse. Clouzot peut repasser. Michel Audiard. L'érotisme dans la publicité, sur les affiches ou au cinéma, tant qu'il ne sera pas mêlé à l'humour, je trouverais ça emmerdant. Je ne pourrais pas passer 3 minutes de ma vie avec une des bonnes femmes que je vois à poil sur les affiches. Il y a une forme de crétinisme dans l'érotisme. C'est un mélange de gymnastique et de crétinisme. Le truc le plus désolant, c'est la prisonnière. Clouzot nous fait poireauter pendant 1 heure avec un suspense qui est le comble du mauvais goût. Vous allez voir ce que vous allez voir, qu'il nous dit. Et tout ça pour nous montrer une petite bourgeoise qui se fait photographier à poil. Comme érotisme, Clouzot peut en repasser. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus sommaire. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une bourgeoise qui n'ait pas son Polaroid. Alors comme érotisme, hein. Michel Audiard, lui, décembre 1969. Chapitre 4. Un sexploiteur s'explique. Daniel Lebeau est secrétaire général d'un syndicat bien particulier, le SACEF, qu'il faut traduire par Syndicat pour la libre connaissance des arts et du commerce érotique français. En cette période de grande mutation sociale, nous ne pouvions ignorer un tel organisme, dont le rôle est de défendre les pauvres sexploiteurs injustement opprimés. Voici donc, fidèlement rapportés, les propos de Daniel Lebeau aux questions que nous lui avons posées. Sans commentaire, et comme on dit, à vous de juger. Le Crapouillot. Tout d'abord, qui êtes-vous, monsieur Lebeau? Daniel Lebeau. Je suis un éditeur. Un éditeur un peu spécial tout de même. Bien sûr, je vends du cul. Par vocation ou par opportunisme? J'ai travaillé pendant 14 ans comme employé dans une maison d'édition, et puis un jour j'ai eu envie d'être éditeur. Comme tout le monde ne peut pas être Gallimard ni Grasset, j'ai choisi la voie qui me permettait de réussir le plus vite possible. Le Crapouillot. Bien des gens vous diront que ce genre de commerce n'est pas joli. Qu'est-ce que ça veut dire un commerce joli? Vendre de l'alcool qui tue ou rend fou, ou vendre du tabac qui donne le cancer, c'est joli à votre avis? À ces commerçants-là, on donne pourtant la Légion d'honneur. Vous voulez qu'on vous donne la Légion d'honneur? Daniel Lebeau. Pourquoi pas? Mes livres ne tuent personne. Que leur reproche-t-on? D'émoustiller le lecteur? Est-ce un crime? Le Crapouillot. À certains, cela peut paraître indécent. Daniel Lebeau. Ne me parlez pas d'indécence. Ce qui est indécent pour moi, ce sont les vieillards qui crèvent de faim, les grèves qui durent 3 semaines. Certes, mais cela n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui le pourrissement des mœurs. Daniel Lebeau. Il n'y a rien qui me rende plus furieux que ce terme de pourrissement des mœurs. Les coupables, dit-on, seraient l'érotisme et la drogue, comme si l'on pouvait comparer l'un avec l'autre. Le Crapouillot. En disant cela, on pense surtout à la jeunesse. Eh bien, on tombe à côté. Nos lecteurs se situent entre 30 et 60 ans. Les jeunes ne s'intéressent pas à nos romans photo-érotiques. Au Danemark, où la vente des livres pornographiques est libre dans tous les kiosques, on a tenté une expérience. Mélanger des Mickey et des revues érotiques. Que s'est-il passé? Les jeunes acheteurs écartent les revues et prennent Mickey. Je m'étonne d'ailleurs que certains parents poussent des hurlements à la pensée que nos livres pourraient tomber entre les mains de leurs enfants, alors qu'ils ne s'inquiètent nullement de les savoir à une surprise partie où l'on fume du hashish. Le Crapouillot. Alors, quelle est votre clientèle? Daniel Lebeau. On peut la diviser en 3 catégories. Environ 10% d'obsédés, pour qui le porno est un besoin. S'ils ne trouvaient pas certaines satisfactions dans nos livres, ils agresseraient des petites filles pour les violer et peut-être les tuer. Vous êtes donc un bienfaiteur de l'humanité. Daniel Lebeau. Peut-être. Ne devrait-on pas remettre la Légion d'honneur à quelqu'un qui épargne une 12aine de meurtres par an? Le Crapouillot. Et les autres lecteurs? Daniel Lebeau.
Nous avons environ 70% de personnes qui lisent nos revues et nos livres comme d'autres avalent des romans policiers. C'est-à-dire qu'ils y cherchent une sorte de compensation. Un amateur de polar est attiré par une action qu'il n'aura pas l'occasion d'accomplir ou par un héros qu'il aimerait imiter. Les lecteurs de revues érotiques y trouvent peut-être une image de la vie sexuelle qu'ils voudraient mener, mais qui leur est interdite soit par les tabous de la société, soit par leur insuffisance ou leur timidité. Le crapouillot. L'étalage de toutes les perversions ne peut-il pas faire des adeptes ? Pas plus qu'un amateur de romans policiers n'est un assassin en puissance. La fréquentation livresque de la perversion tient plus de la recherche d'un certain encanaillement, qui est l'objectif des 20% de nos lecteurs qui restent. Vous savez que les bourgeois aiment fréquenter certains lieux malfamés pour se donner des frissons. À la limite, je pense que la lecture de nos livres est une forme d'encanaillement de l'esprit. Mais, là encore, interdit-on aux riches de fréquenter des tavernes où ils se font rouler dans la boue, tandis que leurs dames envisonnées se font mettre la main aux fesses ? Le crapouillot. Ces gens-là sont tout de même plus rares que les lecteurs qui se pressent dans les sex shops. Daniel Lebeau. Interdite aux mineurs, je vous le signale en passant. Et peu nombreuses, à peine 50 à Paris et 150 dans toute la France. Le crapouillot. C'est tout de même une industrie fructueuse. Daniel Lebeau. Environ 10 milliards d'anciens francs de chiffre d'affaires en 1973, et nous comptons sur une augmentation d'un tiers en 1974, ce qui est faible par rapport à ce que réalisent nos collègues nordiques ou allemands. Le crapouillot. Malgré la difficulté des temps, c'est donc une industrie en pleine croissance. Non. Cette progression du chiffre d'affaires résulte en grande partie de l'accroissement du nombre des ouvrages mis en vente. Actuellement, nous sortons de 40 à 50 romans photos par mois contre 25 à 30 l'année dernière. Et vous n'avez aucune difficulté à trouver des auteurs ? C'est un problème qui ne se pose plus. Nombre de gens de plume, journalistes ou écrivains, sont venus à ce genre de littérature. Je ne peux vous citer des noms, car ils tiennent à l'anonymat, mais il y en a parmi eux qui ont obtenu des récompenses littéraires, ce qui nous permet d'avoir une meilleure qualité de texte. Et les photos ? Là non plus, pas de problème. Les modèles ne se font pas prier. D'ailleurs, quelle différence y a-t-il entre nos photos et certaines affiches de films exposées à la vue de tout le monde ? Si une artiste de talent accepte ainsi de se dévoiler sur l'écran, je ne vois pas pourquoi d'autres femmes refuseraient de figurer nues sur nos photos. Certes, mais vos photos vont souvent bien au-delà du nu. Daniel Lebeau. Il y a 4 degrés dans la photo érotique ou porno. Le premier, c'est le nu tout court. Les revues les plus sérieuses y recourent sans drame de conscience. Le deuxième, c'est l'accouplement sans sexe apparent. Déjà, certaines publicités visibles par tous l'ont utilisé. Vient ensuite l'accouplement avec sexe apparent. Le crapouillot. Là où commence votre domaine exclusif ? Daniel Lebeau. Bien entendu. En vertu du principe qu'il est plus malsain de suggérer que de montrer. La suggestion ne calme pas l'appétit. Il faut aller jusqu'au bout. C'est une question d'honnêteté envers nos lecteurs. Le crapouillot. Et le 4e degré ? Daniel Lebeau. Je dois vous dire que, pour nous, éditeurs français, il pose un problème, car il viole les règles du bon goût et porte atteinte à l'exercice naturel de la vie sexuelle. On y fait souvent intervenir des animaux ou des objets. Nous l'appelons le degré danois, parce que c'est au Danemark qu'il connaît sa plus grande diffusion. Je vous avoue que ce pays nous fait une sérieuse concurrence. Des dizaines d'automobilistes vont à Copenhague durant le week-end et reviennent avec des valises bourrées de 4e degré. Une partie de notre clientèle, les 20% d'encanaillés, a d'ailleurs tendance à nous reprocher notre timidité. Comment comptez-vous vous défendre ? Daniel Lebeau. Justement. Avec la création du SACEF, nous comptons demander au gouvernement une aide contre l'invasion qui ne manquera pas de se produire dès le 1er janvier 1975 avec la libre circulation des revues à l'intérieur de la communauté. Le crapouillot. Autrement dit, une dérogation au traité de Rome ? Daniel Lebeau. Exactement. Il est indispensable que le pays de Marivaux, dans l'évolution des mœurs, conserve à l'érotisme un côté croustillant bien français, face au gros cul de l'érotisme étranger. Cette invasion étrangère est d'autant plus redoutable que les autres Européens ont sur nous de sérieux avantages dans le domaine des prix du papier et de l'impression. Le crapouillot. Bref, votre slogan c'est « Jouissons français ». Daniel Lebeau. Bien sûr,
Mais notre syndicat veut aussi qu'une loi définisse où commence et où finit la pornographie. Car nous avons, nous aussi, notre loi scélérate, celle du 16 juillet 1949, qui prévoit plusieurs restrictions à la vente, des obligations de dépôt légal de 3 exemplaires imprimés. Et s'ils sont refusés, quelle perte pour nous? Le Crapouillot. C'est le risque, non? Daniel Lebeau. Aujourd'hui, c'est désuet. Les kiosques sont pleins de revues françaises et surtout étrangères qui représentent des nus, système pileux apparent, et qui n'ont plus rien de naturiste. Il y a 5 ans, les tribunaux punissaient sévèrement les éditeurs et les revendeurs de ces revues. Or maintenant, elles sont distribuées par des coopératives qui échappent à toute poursuite judiciaire. Et la distribution ne peut être arrêtée que si l'éditeur a été condamné par un tribunal français. Comme il s'agit souvent d'éditeurs étrangers, notre justice n'a aucun droit sur eux. Le Crapouillot. Vous y allez quand même un peu plus fort que Playboy, Penthouse ou Men Only. Daniel Lebeau. Un peu plus fort. Qu'est-ce que ça veut dire? Bécassine sur une échelle, avec une jupe au niveau des genoux, on peut trouver ça excitant. Et il suffirait qu'il soit joué par des comédiennes portant des jupes haut fendues pour que l'habit devienne porno. Depuis quelques années, les grandes salles de cinéma passent des films de plus en plus pornographiques. Tous ces films ont obtenu le visa de la censure ministérielle, qui interdit seulement l'entrée aux mineurs de 18 ans. Or, il existe une jurisprudence ancienne, selon laquelle, malgré le visa d'exploitation, ces films pourraient faire l'objet de poursuites pour outrage aux bonnes mœurs. Mais peut-on imaginer le parquet, c'est-à-dire le ministre de la Justice, poursuivant un film qui a reçu l'agrément du ministre de la Culture? Le Crapouillot. Dans le fond, votre sauvegarde, c'est le maintien de la censure. Daniel Lebeau. En tout cas, quand elle sera supprimée, nous ne bénéficierons plus de cette solidarité ministérielle. Le Crapouillot. S'ils n'obtiennent pas satisfaction, votre syndicat envisage-t-il de faire grève? Daniel Lebeau. Non, car il s'agirait d'un mauvais coup pour l'industrie française. Nous sommes environ 300 qui faisons vivre près de 3000 personnes. Nous n'avons pas l'intention de mettre au chômage ces imprimeurs, libraires, VRP, auteurs et modèles. Le Crapouillot. Ainsi, vous êtes soucieux de l'intérêt de la France. Daniel Lebeau. Monsieur, ce n'est pas parce que l'on vend du cul que l'on n'est pas français. 3 actrices parlent de leurs séquences érotiques. Toutes les actrices ne sont pas des spécialistes du cinéma érotique, mais beaucoup y viennent un jour ou l'autre. En outre, même dans les films les plus classiques, on trouve aujourd'hui des séquences fort audacieuses. Comment se comportent dans ces scènes érotiques les actrices confirmées que sont Marie Dubois, Françoise Brion et Jeanne Coltin? Absolu, le magazine français de la sexualité, se devait bien évidemment de nous en informer. Françoise Brion. Pour le sourire vertical, de la Poujade, j'étais 3 jours dans un lit avec François Perrault. La séquence était tournée au ralenti et il fallait garder les positions très longtemps. C'était des positions difficiles avec les jambes écartées, etc. Très dures pour les muscles. Le metteur en scène s'est foutu complètement nu, ce qui a décontracté tout le monde. Il sautait dans le lit pour nous montrer ce qu'il fallait faire. Il savait exactement ce qu'il voulait. Il fallait tourner la tête à droite, à gauche, mettre une jambe en l'air, etc. C'était très précis. Mais dans un autre film, j'étais dans un lit avec mon mari, et il fallait improviser. Alors ça, je n'aime pas du tout. De mimer l'orgasme, je trouve absolument insupportable. Cela dit, jamais je ne dirai non. Si je suis d'accord avec le scénario, je ferai le maximum. Marie Dubois. Ce qui m'a le plus gênée, c'était dans Bof, le moment où j'étais dans une boutique et l'acheteur m'écartait les cuisses. C'était plus difficile que les moments où j'étais dans le lit avec Marie-Hélène Breillat, ou quand je me caressais. Il y a des choses plus difficiles à tourner habillée que nue. Jeanne Coltin. Ça ne me pose pas plus de problème de faire l'amour que de faire la vaisselle ou de jouer au vétérinaire. Parce que j'ai une certaine expérience professionnelle. Merci. Quand on joue un personnage dans un film, on ne joue pas la scène qui est écrite. On cherche à savoir d'où vient cette femme, où elle va et pourquoi elle agit comme ça. Dans Emmanuel,
Je jouais le rôle d'Ariane, et je suppose que cette femme, avec ses problèmes, ne fait pas du tout l'amour comme moi. C'était donc une transposition. Ce qui m'emmerdait par contre dans ce film, c'était la séquence de touche-pipi avec la fille. Autant la scène avec l'homme, c'était justifié, autant avec la fille, c'était le côté film érotique, et ça m'emmerde. On savait qu'on n'était pas là pour faire du tricot. On était là pour ça. J'avais beaucoup parlé avec le metteur en scène, Just Jakin, avant de tourner, et j'avais espéré qu'on pourrait faire quelque chose de plus fort, tenir un autre propos. Mais Jakin n'a pas pu, parce qu'il était paralysé par son scénario, par les dialogues. Mais il y avait quelque chose à raconter sur ce monde, sur ces gens, sur une certaine société, sur la solitude et l'érotisme. Non, ce qui m'emmerdait dans la séquence avec la fille, c'était qu'il n'y avait pas une situation forte. Ce n'était pas le fait qu'il s'agissait d'une dame. Au contraire, elle était ravissante. Elle avait la peau douce, elle était extrêmement appétissante et j'aurais bien aimé poursuivre la scène en dehors du plateau. Marie Dubois. Je défie qui que ce soit de tomber amoureux pendant un tournage. Il y a tellement de choses à quoi penser, ne pas mettre l'ombre sur le visage de votre partenaire, etc., que ce n'est pas possible. Je sais que pendant le tournage des Valseuses, il s'est passé certains trucs, et ça doit être terriblement gênant. Aucun comédien n'a profité d'une scène de baise avec moi. Ils ont toujours été. Ça ne m'est jamais arrivé, et je crois que je lui flanquerai une gifle. Mais ça ne m'est jamais arrivé. Françoise Brion. Ça m'est arrivé une fois, mais c'était de la rigolade. C'était avec Trintignant. Rire. On était toute la journée dans un lit. Rire. C'était drôle. C'est un copain. Sa femme était script sur le plateau. C'était très drôle. Pendant le tournage du Sourire vertical, la Poujade se demandait, à un moment donné, si ça ne serait pas mieux si on faisait l'amour vraiment. On a dit non, pas question. Cela dit, peut-être dans 5 ans, si c'est devenu une chose tellement habituelle, peut-être ça deviendra parfaitement normal. Marie Dubois. Quand le cadrage le permet, on garde toujours le slip. Dans Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet, il y a une séquence où je me bats avec Michel Piccoli. On se roule par terre et on finit par faire l'amour. Pendant les répétitions, je voyais Sautet en conversation avec les cadreurs des 2 caméras. Je suis allée lui demander ce qu'il y avait et il m'a dit qu'on voyait mon slip de temps en temps. Je l'ai tout de suite enlevé. Ce n'était pas gratuit, vous voyez. Sautet était tellement embêté qu'il ne voulait même pas me le demander. Absolu numéro 3, septembre 1974.